Professeur Naïma Ajroud, cardiologue actuellement dans le libéral, antérieurement chef de service de cardiologie à l'hôpital central de l'armée. La fibrillation atriale, c'est un rythme cardiaque qui est anarchique, qui n'est pas régulier. Ce rythme cardiaque qui est anarchique, il va être généré par les oreillettes, qui vont avoir une contractilité qui ne sera pas toujours la bonne, parce qu'elles ont perdu de leur élasticité, et donc le rythme va être irrégulier. Et en général, quand on est en fibrillation auriculaire, ce rythme anarchique et cette contraction anarchique des oreillettes, elle est sous-tendue par des cavités auriculaires qui sont dilatées. Bien sûr, cette fibrillation auriculaire, elle pourrait être permanente, elle pourrait être persistante et elle pourrait être paroxystique. Quelle que soit la fibrillation, le mieux, ce serait éventuellement de la contrecarrer et de ramener un patient en rythme sinusal. Alors pourquoi on a tendance à dire ça? Quand on est en fibrillation auriculaire, on n'est pas à l'abri de complications. Il faut savoir que la fibrillation auriculaire, sa prévalence dans la population générale, elle est de 1 à 2%. Ceci étant, c'est une prévalence qui va augmenter en fonction de l'âge. Et quand on dépasse les 80 ans, aujourd'hui, 10% de la population va être en fibrillation auriculaire. Pourquoi faut-il la contrecarrer? Parce qu'un patient qui est en fibrillation auriculaire, il va être amputé de son débit cardiaque de 1/4. Et à partir du moment où il est amputé de ce débit cardiaque, il n'est pas à l'abri d'une asthénie importante, il n'est pas à l'abri de l'éventualité d'un essoufflement qu'on appelle des dyspnées et parfois d'autres complications. L'une des complications redoutables, ça reste l'insuffisance cardiaque si le patient va s'accélérer. À côté de ça, nous avons d'autres complications qui sont les accidents thromboemboliques. Quand on parle d'accident thromboembolique, c'est généralement un embole qui va aller soit de la cavité auriculaire qui est souvent dilatée avec stase sanguine dans cette cavité auriculaire et donc ce thrombus va aller soit au niveau cérébral et être à l'origine d'un accident vasculaire cérébral, soit au niveau cardiaque, au niveau des coronaires, et donc générer un infarctus du myocarde ou ce qu'on appelle actuellement un syndrome coronaire aigu ST+, au niveau abdominal pouvant générer l'infarctus mésentérique, et ou alors au niveau périphérique et à aller générer des atteintes artérielles au niveau du membre supérieur ou au niveau du membre inférieur. Donc là, on a tendance à vouloir soit remettre le malade en rythme sinusal, soit du moins à ralentir cette fréquence cardiaque parce que souvent ils sont rapides, ils sont en tachy-FA et donc générer des complications. Alors pour essayer de ralentir le rythme, pour essayer de rétablir le rythme, nous avons les antiarythmiques, c'est ce qu'on appellera une conversion chimique. On peut aussi rétablir le rythme moyennant un choc électrique externe ou actuellement de nouvelles techniques, ce sont les radiofréquences pour rétablir ce rythme sinusal. Et là, pour éventuellement contrecarrer ces accidents thromboemboliques, il faut mettre les malades sous anticoagulants. Mais en fait, quand un malade est mis sous anticoagulants, il faut savoir surveiller les anticoagulants et il faut apporter un enseignement assez rigoureux et assez précis aux patients parce que l'anticoagulant, s'il n'est pas surveillé, s'il n'est pas pris correctement, là encore, il peut générer des complications telles que les complications hémorragiques. Est-ce qu'il y a des symptômes pour la fibrillation auriculaire? Il pourrait y avoir des symptômes. Et parfois, on n'a pas de symptômes. Il pourrait y avoir une asthénie. Ensuite, nous avons l'essoufflement, ce qu'on appelle la dyspnée. Là aussi, ça devrait être si vous voulez, un signe qui pourrait éventuellement amener un malade à la consultation. Je ne vais pas parler de la tachy-FA, c'est-à-dire un malade qui est en fibrillation rapide. Là, on peut avoir quand même un état clinique critique. C'est un malade qui va être très très essoufflé pour le moindre effort et qui pourrait aussi avoir des difficultés respiratoires importantes. Il peut même cracher du sang à certains moments. Donc là, on est quand même dans une FA qui est bel et bien installée et qui est assez sévère. L'une des causes essentielles de la fibrillation auriculaire aujourd'hui, c'est l'hypertension artérielle. Un patient qui a une hypertension artérielle qui n'est pas corrigée, qui va évoluer, qui va donc vieillir, elle va là permettre la dilatation de la cavité auriculaire. Bien sûr de la cavité ventriculaire gauche, puis de la cavité auriculaire gauche, qui va donc engendrer cette fibrillation auriculaire. Nous avons les valvulopathies, notamment chez nous, les valvulopathies rhumatismales en rapport avec les streptocoques, et le rétrécissement mitral va dilater la cavité auriculaire gauche et être à l'origine d'une fibrillation auriculaire. Il y a certaines cardiopathies congénitales. Il y a les pneumopathies chroniques obstructives. Il y a certaines pathologies comme la dysthyroïdie, notamment l'hyperthyroïdie.
il ne faut pas perdre de vue aussi que l'alcool peut parfois engendrer des fibrillations auriculaires. Comment allons-nous faire, si vous voulez, le dépistage de cette fibrillation auriculaire chez les malades qui sont en hypertension artérielle? Eh bien, on va essayer de placer un holter sur les 24 ou les 48 heures, ce qui va recueillir l'électrocardiogramme des 24 ou 48 heures. Et là, on va voir si notre malade est en rythme régulier sinusal ou alors en arythmie, soit en fibrillation auriculaire. Ceci étant, faire le diagnostic d'une fibrillation auriculaire, il faut impérativement un électrocardiogramme. On ne peut pas, uniquement au vu de l'auscultation, dire que le patient est en fibrillation auriculaire. On peut dire qu'il est arythmique. Après, l'électrocardiogramme va typer l'arythmie et éventuellement décréter qu'il s'agit d'une fibrillation auriculaire. Nous avons des traitements antiarythmiques que nous pouvons proposer aux patients. Nous avons surtout des traitements anticoagulants, les traitements anticoagulants qui vont éviter les accidents thromboemboliques comme l'accident vasculaire cérébral ou l'infarctus du myocarde ou l'infarctus mésentérique ou l'atteinte artérielle périphérique, c'est l'ischémie aiguë d'un membre, soit au membre inférieur, soit au membre supérieur. Donc là, on va sur des anticoagulants. Aujourd'hui, nous avons sur le marché deux types d'anticoagulants. Nous avons les antivitamines K et nous avons la deuxième catégorie d'anticoagulants qu'on appelait dans le temps les NACO, c'est-à-dire des nouveaux anticoagulants oraux directs. Ceci étant, actuellement, on parle d'anticoagulants oraux directs. Que quand on met un malade sous antivitamine K, d'abord, on va l'astreindre d'un régime alimentaire parce que nous savons que les aliments qui contiennent de la vitamine K vont un petit peu limiter le travail de l'antivitamine K. Donc, il y a un régime alimentaire qui doit être adéquat par rapport à ces antivitamines K. Il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses. Je vais citer juste les anti-inflammatoires. Les sujets âgés, ils sont rhumatisants. Très souvent, on leur donne des anti-inflammatoires par rapport à ces problèmes de rhumatisme. Et donc, l'anti-inflammatoire peut potentialiser l'action de l'antivitamine K et verser le malade vers la complication qui est l'hémorragie. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut quand même dire aux malades qui sont sous antivitamine K, chaque fois que vous allez voir un médecin, il faut impérativement annoncer que vous avez un antivitamine K de manière à ce qu'on essaye de voir s'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse avec ce que va vous proposer votre médecin. Il n'y a pas que les anti-inflammatoires, il y a des antibiotiques, il y a des antiarythmiques, il y a des antiépileptiques, pour ne citer que ceux-là, qui ont des effets sur les antivitamines K. Quand on démarre un traitement par les antivitamines K, on est obligé de voir quelle est la dose efficace pour ce patient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, on va donner une dose et on va essayer de voir du point de vue biologique, est-ce qu'on est efficace avec cette dose? Il y a un paramètre biologique qui est standard, qu'on appelle l'INR. C'est en fait un paramètre qui nous permet de dire quelle est la durée pendant laquelle va se former un thrombus. Et en fonction du résultat de ce paramètre qui est l'INR, on va réajuster la dose. Soit on va augmenter la dose, soit on va diminuer la dose. Et la contrainte, c'est que une fois qu'on a trouvé la dose souhaitée, cible par rapport à la pathologie qu'on est en train de traiter, ce paramètre doit être revu tous les mois. C'est-à-dire que notre patient doit être prélevé tous les mois pour cette antivitamine K, pour plutôt la dose de l'antivitamine K. Il faut aussi se dire que quand on donne un antivitamine K, au départ, il ne va pas agir très vite. Il va éventuellement agir au bout de 48-72 heures. C'est pour ça qu'il faut quand même attendre ce délai-là pour aller évaluer le premier paramètre INR et voir si on est à la cible ou pas. Quand on a mis un malade sous antivitamine K, quand il a une fibrillation auriculaire, autant lui dire que c'est pratiquement un traitement à vie, hein. On ne va pas revenir dessus. On doit demander au malade d'avoir un carnet sur lui, sur lequel sont notés les INR qu'il aura fait, d'une part, et sur lequel il est noté qu'il a des antivitamines K. Pourquoi on dit ça? Imaginez qu'un malade fasse un accident de la route, et il a des antivitamines K, et il va se retrouver à l'hôpital, il est en train de saigner d'une manière abondante, on pourrait se poser la question pourquoi? Donc si on sait que ce patient est aux antivitamines K, on sait un petit peu comment gérer le problème. Les nouvelles molécules, ce sont les nouveaux anticoagulants oraux directs. Alors pourquoi on dit nouveaux anticoagulants oraux directs? Parce que ce sont des anticoagulants qui vont agir directement sur la coagulation.
nous avons sur le marché deux types d'anticoagulants oraux directs. Nous avons ce qu'on appelle les anti-10A et les anti-2A. 10A, c'est un facteur de la coagulation et 2A est un facteur de la coagulation. Donc ces médicaments-là, ces anticoagulants oraux directs vont interférer sur le facteur 10 ou le facteur 2 pour aller réguler la coagulation. L'avantage de ces anticoagulants oraux directs par rapport aux antivitamines K, les antivitamines K, ils agissent sur la vitamine K qui est, elle, générée par le foie pour aller favoriser la coagulation. Les antivitamines K vont mettre un peu plus de temps puisqu'ils vont aller sur la vitamine K pour agir. Les anticoagulants oraux directs agissent plus vite puisqu'ils vont d'emblée sur le facteur de la coagulation, le 10 ou le 2. Il est vrai qu'avec ces nouveaux anticoagulants oraux directs, nous avons certains avantages. L'un des avantages majeurs, c'est que nous n'avons pas, une fois qu'on a choisi la posologie pour notre malade, il y a des anticoagulants qui vont être prescrits une fois par jour. Il y a des anticoagulants qui vont être prescrits d'une manière biquotidienne 2 fois par jour. Une fois qu'on a choisi la molécule, on va choisir bien sûr le dosage de la molécule. Pour certains, en fonction de l'âge du patient, en fonction du poids du patient et en fonction de la fonction rénale. Une fois qu'on a choisi la posologie en fonction de ces paramètres-là, nous n'avons pas besoin d'aller régulièrement faire un dosage biologique pour savoir si notre malade est bien anticoagulé ou pas. Donc c'est une posologie choisie et on la surveille. Ceci étant, quand on est chez des sujets âgés, on a choisi un anticoagulant par rapport à la fonction rénale, eh bien, d'abord on doit vérifier la fonction rénale avant et on doit vérifier certains paramètres comme la formule, par exemple, comme le bilan hépatique. Une fois qu'on a mis ce traitement en place, on va revérifier, si vous voulez, la fonction rénale chez les patients au-delà de l'année. On peut éventuellement vérifier avant la fin de l'année la fonction rénale chez des sujets âgés et qui avaient des fonctions rénales qui n'étaient pas tout à fait correctes. Ceci étant, même si on doit faire le prélèvement pour la fonction rénale, l'inconvénient actuel de ces anticoagulants oraux directs sur le marché, c'est qu'ils ne sont pas remboursés par les caisses d'assurance. Et ça nous gêne un petit peu parce que quand on doit faire de la prescription d'un anticoagulant chez le malade, on essaye un petit peu de cerner, je vais me permettre de dire, quel est son statut social. Je vais me permettre aussi de dire, on va essayer de voir un petit peu quel est son niveau intellectuel pour savoir comment il faut discuter avec lui et comment il faut faire l'éducation thérapeutique par rapport à ces molécules. Et on propose quand même si les molécules ne sont pas remboursées par les caisses, on propose aux malades en leur disant il y a des anticoagulants oraux directs qui sont là et qui vont lever la contrainte du prélèvement mensuel, qui vont lever la contrainte de ce régime alimentaire. Ceci étant, on continue à leur dire, chaque fois que vous êtes devant un autre médecin, dites que vous avez des anticoagulants et montrez-leur quel anticoagulant vous avez. Montrez-leur votre carte de patient auquel est prescrit un anticoagulant. Par rapport aux malades, il y a quand même la levée des contraintes. Donc c'est un apport qui n'est pas négligeable. Il peut manger, il a une alimentation assez variée qui reste pour lui facile. Il y a la levée de la contrainte des prélèvements. Pour le médecin, à partir du moment où c'est remboursé, il va y avoir la facilité de pouvoir le prescrire. Chez un malade qui est assuré, est affilié à une caisse d'assurance et sa molécule est remboursée, je préfère aller. Aujourd'hui, dans les autres pays, toutes les sociétés savantes disent la chose suivante. La prescription de ces anticoagulants oraux directs, c'est une recommandation forte, c'est-à-dire que chaque fois qu'on peut les prescrire, il faut les prescrire. Par rapport aux caisses d'assurance, je pense que les caisses d'assurance devraient éventuellement faire une évaluation en se disant si je dois rembourser la molécule et éventuellement minimiser les accidents chez mes patients, l'accident vasculaire cérébral, ça me coûterait combien? L'hospitalisation, la durée d'hospitalisation, ça coûte excessivement cher. Je pense qu'il faut peut-être aller sur ce travail-là. Et d'autre part, vous savez très bien que quand on fait un accident vasculaire cérébral, on n'est pas remis au travail dans les 72 heures, dans 80% des cas. Donc il va y avoir une incapacité de travail qui va avoir une durée plus ou moins longue. Et donc cette incapacité de travail, ça va avoir un retentissement économique. D'autre part, combien même ce patient, s'il a un accident vasculaire cérébral qui s'en sort, parfois il ne récupère pas 100%, donc il va rester un handicap.
Donc, c'est quelqu'un, il va y avoir quand même un pronostic, peut-être pas le pronostic vital, on l'a sorti du pronostic vital, mais il y a un pronostic fonctionnel qui est là. On va avoir quelqu'un qui va garder une hémiplégie, donc qui ne pourra pas, qu'il va falloir réinsérer dans la société. Donc, je pense que l'intérêt des anticoagulants oraux sont là par rapport aux antivitamines K. C'est pour ça que l'éducation thérapeutique doit se faire quel que soit le choix de la molécule.